Est-ce qu'on en parle? Hey, McFly! Je vous ai dit tout ce que je savais. Tu bluffes, Martini. Il bluffe. Je vous demande de vous arrêter. Charles Perrin, François Pérez. Et voilà, bravo, ces deux cons réveillez les enfants. C'est cela, oui. Mais non, c'est ok, regardez. Dis-moi, Mais je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, vous savez bien. est-ce qu'on en parle? Salut à tous, bienvenue dans Est-ce qu'on en parle en direct et en public. Bonjour Charles. Bonjour François. C'est la dernière de la saison ici au studio École de France et on vous a réservé de belles surprises. Oui, on va s'intéresser aujourd'hui à la liberté d'expression. Est-elle vraiment présente dans les médias? L'esprit Charlie est-il toujours en vie? Avez-vous l'impression de pouvoir tout faire et tout dire en 2016? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité, qui aujourd'hui est exceptionnellement assis à notre place, François. Oui, et c'est tout à fait normal puisqu'il est politologue et maître de conférences à Sciences Po. Vous l'avez certainement déjà entendu un peu partout dans les médias, sur RMC, Radio France, Europe 1 ou encore BFM TV. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et nous ne sommes pas seuls autour de la table, nous sommes entourés des meilleurs politologues de demain, à commencer par celui qui pense toujours autrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a nommé sa web radio Thinkover. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Raphaël Amsalem est avec nous. Salut Raphaël. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Il n'a jamais sa langue dans sa poche. Il est d'ailleurs l'auteur du parchemin Le socialo-charlisme expliqué aux personnes âgées, ce qui ne l'empêche pas de lire du Thomas Guénolé. Jules Vité est avec nous. Salut Jules. Peuple de France, bonsoir. Il soulève Jean-Luc Mélenchon le matin, François Bayrou le midi et Marine Le Pen le soir. Il a fait de la politique et de la musculation son régime alimentaire. Praticien de la démocratie participative, organisateur de débats publics, Nicolas Gassibi va-t-il soulever notre invité? Salut Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir Charles. On va essayer de soulever l'invité, soulever des questions surtout. Et puisqu'il faut bien calculer le temps de parole, si vous dépassez le vôtre, il n'hésitera pas à couper votre micro et votre liberté d'expression. Maxime Sénat, le réalisateur de l'équipe, fidèle au poste. Salut Maxime. Salut Maxime. Au programme aujourd'hui, une interview, un débat, vos questions, des chroniques, une imposture au bout du fil, un retour sur l'actu, le jeu et aussi des cadeaux. Le livre dédicacé de Thomas Guénolé, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, est à gagner. Pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de liker l'annonce de l'émission sur notre page Facebook. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est maintenant. Le face-à-face. Et c'est sur cette musique qui nous vient de Brittany, puisque vous avez des origines bretonnes, que nous accueillons comme il se doit Thomas Guénolé. Comment allez-vous? Ça va et vous? Super. Ça va très bien. Et avant de parler liberté d'expression, on va parler jeunes de banlieue, puisqu'il s'agit du thème de votre dernier livre. Et pour nous accompagner tout au long de ce face-à-face, nous accueillons Nicolas Bardochamp. Salut Nicolas. Bonsoir à tous. Donc tu es étudiant au studio École de France. Exactement. Tu as vécu en banlieue parisienne, à Sarcelles, Gonesse, près de Pantin également, Exactement. si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc on t'invite à réagir quand tu veux, tout au long de l'interview. Merci de l'invitation. Donc Thomas Guénolé, vous êtes l'auteur, on l'a dit, du livre Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? Un livre que vous avez écrit, important à préciser, avant les attentats du 13 novembre 2015. Vous y parlez mais après des ceux clichés. de Charlie. Oui, vous y parlez des clichés sur les jeunes, de balianophobie, de rap, de religion, d'ethnie. Mais avant toute chose, ce que j'aurais aimé savoir et que je ne sais pas... Pardon, mais aussi de logement, de Oui. transport, de chômage. Enfin, c'est Il tout y le a problème, énormément c'est de qu'on choses résume dans à votre ça. C'était longue. Voilà, je le précise. Hein. Mais voilà, donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce sujet qui vous tient tant à cœur, les jeunes de banlieue? Pourquoi j'ai écrit sur les jeunes de banlieue? C'est parti de l'été précédent, donc c'était l'été 2014. Et alors vous, je ne sais pas, mais moi, quand je pars en vacances, je coupe tout, absolument tout. Ouais. Et à ce moment-là, donc c'était vers juillet ou août de mémoire, et vous aviez des espèces de... vous aviez une série de manifestations autour du conflit israélo-palestinien à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et à ce moment-là, il y avait eu des incidents. Il y avait eu peut-être une centaine de jeunes casseurs qui avaient été en affrontement direct avec les CRS. Et parmi eux, il y en avait qui étaient dans un trip d'auto-identification à la jeunesse palestinienne. Et donc, les mecs, ils avaient le foulard, ils avaient le kéfier autour de la tête, ils étaient torse nu avec des pavés, et avec des pneus brûlés empilés comme ça. Et bizarrement, cette photo-là, qu'on a tous vue, a fait le tour des unes des médias en boucle. Et ensuite, vous avez eu, et c'est à ce moment-là, moi, que je rentre de vacances, alors que j'étais complètement coupé de l'actualité, mais complètement. Je me reconnecte et je me prends le flot de oui, vous comprenez, les banlieues maintenant, c'est Gaza, enfin, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais de toute façon, on sait bien qu'il y a l'islam des banlieues qui rend les jeunes de banlieue complètement prêts à devenir des djihadistes de banlieue, enfin, et tout le reste. Et j'ai eu une réaction qui était de l'ordre de la nausée, physiquement, je veux dire. Physiquement nauséeux. Et donc, j'ai écrit un premier texte qui était de mémoire. Alors, je vous cite le titre vraiment de mémoire, c'était
djihadisme, islam des banlieues, arrêtons de raconter n'importe quoi. Libé a publié ce texte. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir, je vous fais la version courte, je ne vais pas faire tout le récit, mais à partir de là, j'ai commencé à me documenter et à réfléchir plus systématiquement sur le monstrueux jeune de banlieue en tant que mythe contemporain. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, oui voilà, un espèce de nouveau croque-mitaine. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à ça plus systématiquement et à vraiment essayer de forger un cadre théorique et un cadre analytique. J'ai repassé une seconde couche. Là, on est au début de 2015, où c'était le jeune de banlieue mange-t-il les enfants. Et là, c'était une démonstration par l'absurde qui d'ailleurs est reprise dans l'introduction du livre. Exactement, ouais. Et derrière, l'éditeur Bordelot m'a contacté, m'a demandé si je souhaitais en faire un livre. Initialement, eux avaient en tête, vous savez, c'était le moment où on finissait la mode des « indignez-vous, révoltez-vous, passe-moi le sel », etc. Et à ce moment-là, j'ai dit OK tout de suite, parce que je me suis dit, jamais un éditeur me reproposera de faire un bouquin à contre-courant sur les jeunes de banlieue, à mon avis, vu le climat actuel. Donc ils m'ont dit OK, je leur ai dit OK, et quelques jours plus tard, je les ai rappelés en leur disant, je ne peux pas me contenter de faire un livre du type dire ça des jeunes de banlieue, c'est mal. Je vais rajouter ce qu'il y a derrière la mythologie, ce qu'il y a comme situation réelle, concrète des vrais jeunes de banlieue. Et donc, ça va me demander un peu plus de temps en termes de documentation et de terrain, d'où la structure du bouquin qui retrouve ça, finalement. Oui. On reviendra, je ne veux pas faire trop long, on reviendra sans doute dans les détails là-dedans. Et après, il y a eu la controverse qui est Charlie qui a éclaté. À cette occasion, j'ai rencontré Emmanuel Todd et je lui ai demandé de préfacer le bouquin pour des raisons sur lesquelles peut-être on reviendra. Jules, tu avais une question. Ouais, Vous sentez le teasing, hein. Dans ce bouquin, vous parlez de balianophobie, qui est la peur de la banlieue et notamment du jeune de banlieue. Peur et haine aussi, oui, mais oui. Est-ce que vous pensez que ce concept est plutôt dominant ou pas en France et est-ce qu'il peut être amené à progresser ? Clairement, prenez l'affaire Benzema, par exemple. Quand Gourcuff a un comportement inacceptable, personne ne raccroche ça à ses origines bretonnes. Mais personne va dire, vous comprenez, c'est parce qu'il vient de Bretagne, il y a des problèmes d'isolement géographique, de ruralité, etc. Par contre, Benzema, oui, vous comprenez, il a de la caïra autour de lui parce qu'il vient de banlieue, parce que c'est bien connu, la banlieue est criminogène, délinquance-ogène, le mot n'existe pas, donc bon, j'improvise. Un cliché qui renforce les reportages à la télé, vous en parlez. Oui. Alors, cela étant, si les médias font ça, c'est aussi si les médias de masse ont ces angles-là, c'est aussi parce que ça correspond à une attente d'une partie du public. Oui. Salaud de médias, c'est trop facile. La balianophobie est quelque chose de profondément ancré dans la société. Je veux dire, spontanément, si je dis à quelqu'un qui n'en vient pas et qui l'a jamais étudié ou même regardé de près, si je dis jeune de banlieue, c'est un grand gaillard arabe à capuche, mal rasé et plutôt agressif. Alors que déjà la moitié sont des filles et qu'il y en a plus de la moitié qui ont aucune origine maghrébine ou africaine d'aucune sorte, pour info. Donc on nage en plein délire. Nicolas, il existe ce jeune de banlieue à capuche, barbu. Ah mais écoute, ce jeune de banlieue-là, oui, effectivement, il existe, mais t'as pas besoin d'être ce jeune de banlieue-là, justement, pour aussi faire peur. Par exemple, si tu veux, je suis capable de prendre la ligne 13, donc de Châtillon-Montrouge jusqu'à Saint-Lazare, en restant tout seul dans des trucs de place à 4. Ouais. Pourtant, j'ai pas une tête de gangster, je sais pas... Je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas une tête de méchant de base. Voilà, c'est pour te dire. J'en parle dans le bouquin des transports en commun d'ailleurs, les regards en biais des gens envers les gens qui seraient perçus comme jeunes de banlieue parce qu'ils vont avoir telle ou telle couleur de peau ou tel jogging ou truc comme ça. Et qu'en retour, il y en a parmi les jeunes de banlieue qui font exprès d'être extrêmement bruyants, ne serait-ce que pour susciter une réaction en réalité. Ouais, il y en a que ça fait marrer. Oui, j'ai des potes que ça fait marrer. Oui, c'est ça. Ils se disent, de toute façon, si on s'assoit là, personne va venir, donc on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a aussi qui en jouent vachement. Oui, vous me rassurez, j'ai pas dit n'importe quoi. Non. Raphaël, une question ? Alors, petite question, votre livre directement, il traite de sujets majeurs pour l'élection présidentielle de 2017, à savoir la question indirectement de l'identité et de l'immigration. Dans On n'est pas couché, vous avez... C'est amusant parce que ce sont des sujets qui représentent une partie seulement du livre, mais c'est vrai que c'est surtout là-dessus que ça s'est focalisé et c'est un signe en soi. Ouais. C'est l'idée que beaucoup en retiennent et notamment les médias. Oui, d'ailleurs, dans On n'est pas couché, puisque vous le mentionnez, pardon, mais c'est juste que dans le bouquin, il doit y avoir peut-être une douzaine de grands thèmes qui sont développés et pourtant, on a fait 20 minutes d'interview sur l'islam effectivement. Et sur les musulmans, qui ne sont, je le rappelle, que moins de la moitié de la population des jeunes de banlieue, et parmi lesquels il y en a 80% qui ne sont pas pratiquants. Donc bon, pour info. Mais justement, pour défendre votre discours, vous avez déclaré dans On n'est pas couché que ce n'était pas un travail universitaire. Est-ce que justement, il n'aurait pas fallu, pour appuyer votre discours, que ça en soit un, alors où il y a beaucoup d'intox, et pour finalement avoir un véritable débat de fond sur la question ? Alors,
Bonne question. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les travaux véritablement universitaires, c'est-à-dire les articles de recherche, les revues de bibliographie, en fait, si j'avais voulu faire ça, j'aurais dû faire finalement ce qu'on appelle un état de l'art en recherche universitaire, c'est-à-dire un bouquin qui fait la synthèse de tout ce qui a été écrit par d'autres universitaires sur le sujet. Alors, si j'avais fait ça, il n'y aurait eu aucune invitation média, mais je dis bien aucune, et le bouquin aurait fait 200 ventes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il n'aurait pas eu ce titre, car ce n'est pas un titre pour un travail universitaire. Ça aurait été, je ne sais pas, moi, état des lieux et perspectives du regard contemporain sur les jeunes de banlieue, un sujet de société. Voilà, PUF 2015. Bon, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, premier point. Et second point, ce n'est pas parce que ce n'est pas un travail universitaire au sens des codes universitaires que ce n'est pas un travail scientifique. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je sais que vous êtes. Non, mais c'est très renseigné, voilà, donc, oui. comment dire. Et par ailleurs, pendant la fameuse interview en question, j'ai eu l'occasion de. Et d'ailleurs, je tiens à dire que par rapport à d'autres invités qui peuvent malmener, j'ai été très très bien traité chez Ruquier. Ce fut débat contradictoire, mais j'ai eu la possibilité à chaque fois de répondre à ce qui m'était dit. Et notamment, quand telle ou telle mise en cause était faite sur ce que je pouvais faire comme travail, à chaque fois, j'ai pu répondre. Par exemple, vos données, je me souviens de mémoire, il y avait vos données datent de 2011, c'est trop vieux. C'est ça, c'était sur l'évolution de l'islam dans les banlieues. Oui, ce qui est grotesque au sens où tout démographe, au sens les scientifiques, tout démographe vous dira que la norme pour une enquête démographique, c'est des enquêtes qui remontent à 5 ans, voire à 10. Donc, en réalité, 2011, c'est plutôt pas mal. Vous avez encore des bouquins d'introduction à la démographie. Moi, je l'enseigne, la démographie en l'occurrence. Vous avez encore des bouquins de référence en démographie dont les chiffres datent de 2005 et ça ne pose pas de problème. Surtout pour l'évolution des pratiques d'une génération à l'autre. Ça ne change pas en 4 ans. Vous voyez ? Nicolas. Ouais, alors moi, L'autre Nicolas. J'avais une petite... petit point pour préciser. Moi aussi, je viens de banlieue. Je viens du 91, donc Viry-Châtillon, à côté de la Grande Borne. Donc je suis content que vous précisiez parce qu'à chaque fois, il y a des différences à l'intérieur même du territoire. Tout à fait. Et alors moi, il y a 2 points. Il y a à la fois un point de fond qui m'interroge, c'est la question de l'exclusion géographique des habitants. C'est pas tellement moi la question ethnique ou même la question économique et sociale qui m'interroge sur la banlieue, mais vraiment l'exclusion géographique et la séparation des centres. Il y a un chapitre sur les transports et il y a un chapitre sur le chômage qui doivent être plutôt dans ce sens-là et qui ont dû vous parler. Tout à fait. Mais voilà, c'est ça qui me parle et je comprends pas pourquoi les médias n'ont pas peut-être relayé davantage l'ouvrage sur ce point-là qui est quand même déterminant avec la question du Grand Paris, des évolutions de transport à venir. Donc ça m'interrogeait. Et l'autre question, c'est finalement plus général. Je suis très content que vous disiez ça en fait, parce que ça fait partie. Non, mais je suis très content que vous disiez ça parce que ça fait partie des thèmes que moi je trouvais particulièrement intéressants et sur lesquels on m'a très peu interrogé. Même si, pour être honnête, il y a un autre thème où je ne m'attendais pas à ce qu'on m'interroge, et ça a été beaucoup le cas, qui était le thème tout ce qui était autour du rap. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne aussi bien, et j'étais très content de ça. Mais pour revenir à votre sujet, monsieur, en fait, effectivement, c'est un sujet qui est fondamental. La relégation, en fait. Le terme exact, c'est relégation territoriale. Oui, absolument. Oui, alors mon autre question, c'était par rapport plutôt à votre travail général. Finalement, quel est l'apport pour les personnes qui sont déjà convaincues que les jeunes de banlieue ne mangent pas les enfants ? Finalement, c'est une armurerie de poche. Ouais. Pour ceux qui sont déjà convaincus, c'est une armurerie de poche. Vous avez là-dedans un certain nombre d'arguments qu'il n'y a plus qu'à réutiliser. Par exemple, j'ai eu un certain nombre de retours, si vous voulez, de gens l'ayant lu et qui en viennent. Assez peu de retours de gens qui y sont toujours. Mais des gens qui en viennent, beaucoup. Et me disant, les 98%, c'est un bijou, je le ressors à chaque fois que je peux. Par exemple, alors je précise pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin et qui nous écoutent, d'abord achetez-le, mangez-en. Et ensuite, 98% des jeunes de banlieue ne sont ni criminels, ni délinquants, ni dans des bandes. Voilà, ça c'est un exemple d'argument. Il y a un certain nombre de... la quantification au cinéma, le fait qu'il y ait 2% donc, qui soient criminels, délinquants ou dans des bandes, mais c'est à peu près les 2/3 des jeunes de banlieue qu'on a au cinéma. Par exemple, le personnage joué par Omar Sy dans Intouchable, je ne dirais jamais assez de mal de ce film. Ou le suivant, là, celui qui est arrivé, j'ai oublié son titre, il est sorti alors que mon manuscrit était déjà bouclé, je crois que ça s'appelle La vie en grand ou un truc comme ça. Le dernier film avec Omar Sy ? Non, c'est pas Omar Sy. Avec Omar Sy, c'en est un autre où il y a... je vous fais le pitch, c'est 2 petits gamins qui sont jeunes de banlieue, collégiens, et je vous jure, c'est les mêmes producteurs qu'Intouchable, donc c'est facile à retrouver. Je suis désolé, j'ai pas le titre. Ça s'appelle La vie en grand ou un truc comme ça. Et le pitch, c'est ils vont passer le film à hésiter entre bien travailler à l'école pour réussir dans la vie ou dealer du shit. Ah oui, je l'ai vu, oui, parce effectivement. Parce que c'est bien connu, oui, c'est parce qu'ils ont que ça à faire. Oui, leur alternative dans la vie, ça se résume à ça. Voilà. Donc,
Ceci pour vous dire, oui, effectivement, donc il y a l'utilité pour les gens qui sont déjà convaincus, c'est de prendre ce bouquin comme un arsenal. D'accord. Donc, L'utilité pour les gens qui sont à fond contre, Mm. c'est surtout que ça va les déstabiliser. Et ça, Avec tous les stéréotypes, c'est déstabilisant d'entendre 98% des jeunes de banlieue qui finalement ne sont ni délinquants, ni ça. même... Et l'intérêt, milieu. absolument. Et l'intérêt, c'est ceux qui sont indifférenciés ou incertains ou qui savent pas. C'est eux, en fait. Si vous voulez, il y a des minorités dans les différents camps, dans les minorités politiques, ce qu'on appelle les minorités actives. Elles sont déjà convaincues ou persuadées, ou même dans des croyances quasi religieuses, qu'elles ont raison. C'est terminé, quel que soit leur camp. Mais après, il y a tous les autres. En fait, vous vous adressez au grand marais des incertains. Et c'est pour cela que le livre a une utilité, je crois. J'espère. En tout Sinon, cas, c'est raté. Mangez-en. Hein. Voilà. On va remercier Nicolas Bardauchamp pour sa participation. Merci à vous. Nicolas. Pour Merci, Nicolas. l'invitation. Avec plaisir. Et on va passer désormais au tribunal des auditeurs. Thomas Guénolé, le principe est simple. Répondre au plus de questions possibles en 2 minutes. C'est parti. Le tribunal des auditeurs. Et on commence par une question de Guilhem. Vous avez élu Nicolas Sarkozy menteur en politique de l'année 2016, mais qui sera le menteur médiatique? Le menteur médiatique, je ne sais pas. Le prix ne s'occupe que du personnel politique. Question suivante. Et la question suivante, c'est celle de Pierrick. Alain Finkielkraut qui se fait virer de Nuit debout en se faisant traiter de facho, ça vous inspire quoi? En fait, Alain Finkielkraut a dit que la jeunesse française d'aujourd'hui avait une capacité à s'émouvoir et à s'indigner qui était inférieure à celle des dignitaires nazis jugés à Nuremberg. Donc je trouve normal qu'il se soit fait virer de Nuit debout. Ou en tout cas compréhensible. Question d'Alexis. Parce qu'il a craché au visage de la jeunesse française. D'accord. Question d'Alexis. Ça va mieux entre vous et Florian Philippot? Pourquoi on était fâchés? Par rapport à votre intervention sur TF1 d'il y a 2 ans dans l'émission À l'écoute. Depuis, on a eu d'autres débats où on s'est retrouvés sur le même plateau. Ça s'est produit à 2 reprises, je crois. Et oui, ça se passe très bien, oui. Question de Lucas. Vous avez déclaré que Laurent Fabius ment lorsqu'il affirme que le Qatar ne finance pas le terrorisme. Est-ce qu'il ment aussi quand il dit que la COP21 a été un grand succès? Alors, la COP21 est une somme d'engagement non contraignant, donc par définition, c'est un échec. Question de Riyad. Est-ce que vous êtes de gauche? Oui. Question suivante. Question de Guillaume. Est-ce que vous avez fait le plein d'essence pour venir au studio École de France? Non, je suis écologiste et donc je ne prends que les transports en commun. Je précise que écologiste ne vaut pas adhésion à un parti politique en particulier. Question de Cassandre. Vous avez lancé une pétition pour supprimer les aides publiques touchées par la presse People. Est-ce que vous en étiez victime? Je n'étais pas victime de la presse People personnellement, et d'ailleurs tant mieux. En revanche, je tolérais l'existence de cette presse, c'est-à-dire étymologiquement tolérer veut dire accepter avec souffrance. Et maintenant, une question du directeur du studio École de France, Silviano Marchione. Question un peu compliquée. Quel est l'élève le pire que vous ayez eu dans votre promo à Sciences Po? Un nom. Moi? Allez, merci à tous pour toutes vos questions. Dans quelques instants, le débat sur la liberté d'expression. On parlera aussi de l'esprit Charlie dans la boîte à questions de série. Une bonne raison pour écouter Charlie de Trio sur Studek Web. La boîte à questions de Siri. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Guénolé, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez toujours gagner son livre dédicacé. Pour ça, c'est tout simple, il suffit de vous rendre sur notre page Facebook Est-ce qu'on en parle et de liker l'annonce de l'émission. Et pour cette boîte à questions de Siri, nous accueillons notre assistant vocal préféré. Bonjour Siri. Bonjour Charles, bonjour François, que puis-je faire pour vous? Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression et d'esprit Charlie. Mais au juste, c'est quoi l'esprit Charlie ? L'esprit Charlie est une pensée commune, celle de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est un ton libre, satirique, propre aux dessinateurs qu'étaient Cabu, Charb ou Wolinski. L'esprit Charlie est avant tout un humour d'irrévérence et de fierté, porté par des défenseurs de la laïcité. Mais l'esprit Charlie est aussi un mouvement national, non ? Cet autre esprit Charlie, le plus populaire, est né le 7 janvier 2015. Un graphiste du nom de Joachim Ronsin a créé le slogan « Je suis Charlie », devenu viral dans toute la France en l'espace de quelques heures. Des gens du monde entier s'y sont identifiés pour lutter contre le terrorisme et prôner la liberté d'expression. Ils sont donc devenus Charlie. Voilà. Une autre question ? Oui Siri, une dernière. Est-ce que tu connais beaucoup de Charlie ? En 2015, je comptais des millions de Charlie dans mon répertoire.
Aujourd'hui, malheureusement, j'ai perdu la plupart de mes contacts. Sniff. Merci Cyril, et merci à Cyril Mazzotti, la voix française de série. Justement, parlons d'Esprit Charlie et de liberté d'expression, c'est l'heure du débat. Est-ce qu'on en parle ? Aujourd'hui, dans Est-ce qu'on en parle, c'est la liberté d'expression qui est au centre de toutes nos attentions. Et on va tout d'abord s'intéresser à l'Esprit Charlie. D'ailleurs, Thomas Guénolé, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu dans la boîte à questions de série ? Sur la définition de l'Esprit Charlie, mon livre sur les jeunes de banlieue a été préfacé par Emmanuel Todd, donc de toute évidence, je suis dubitatif sur le caractère fondamentalement sympa et entièrement positif de l'Esprit Charlie, pour une raison très simple. Vous n'aviez pas que des défenseurs des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la laïcité parmi les gens qui se sont exprimés à cette occasion. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle la laïcité au sens strict, je suppose qu'on y reviendra dans cette discussion, et puis vous avez la néo-laïcité. La néo-laïcité, c'est un détournement de la valeur ancestrale de laïcité pour pouvoir dire en toute impunité qu'on a un problème avec les Arabes. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. Oui, absolument, oui, j'aborde ça dans la conclusion, effectivement. Dites donc, vous avez bossé, c'est bien, non mais ça fait plaisir. D'ailleurs, avant de donner la parole à nos chroniqueurs, nous avons interrogé Wendy Bouchard, journaliste à Europe 1, qui nous donne son impression sur l'Esprit Charlie, post 7 janvier 2015. Il faut considérer qu'il n'y a aucun sujet tabou en France, parce que le tabou ça blesse, le tabou ça contraint, ça emprisonne, donc quel que soit le sujet, tout est une question de contexte et d'interlocuteur. Je pense qu'on ne peut pas faire comprendre un dessin de Charlie Hebdo à n'importe qui, dans quelles circonstances. Il faut aussi faire appel au bon sens de chacun. Vous êtes d'accord avec Wendy Bouchard ? Sur l'idée qu'il n'y a pas de sujet tabou, non. D'abord parce que il y a des sujets sur lesquels les journalistes... il y a plusieurs limites, en fait. Je vais essayer de vous improviser une typologie. Vous avez la limite de la ligne éditoriale. C'est arrivé récemment à Aude Lancelin, que je salue au passage si elle tombe sur cette émission. Aude Lancelin, qui est à l'Obs, s'est faite virer sur décision des actionnaires parce que sa ligne était considérée comme incompatible avec la ligne éditoriale social-démocrate du journal. Alors ça, par exemple, c'est le cas de la limite à la liberté d'expression dans les médias, la compatibilité de votre propos avec la ligne éditoriale du média où vous travaillez. Ça, c'est une première limite. Après, vous avez une deuxième limite qui est tout simplement la loi. Vous ne pouvez pas balancer dans un média, par exemple, les chambres à gaz n'ont pas existé. Pourquoi ? 1, parce que c'est faux, et 2, parce que c'est un délit. Enregistre la phrase. Parce que c'est un délit. Donc il y a une fera un montage. Il y a une deuxième limite qui est la limite de la loi. Ensuite, vous avez une troisième limite qui est la limite du rapport de force, c'est-à-dire qu'il existe des rapports de force dans la société française, et donc selon que vous avez un discours plus ou moins critique sur tel ou tel groupe d'intérêt, vous pouvez, croyez-moi sur parole, vous prendre un retour de bâton qui fait que vous vous faites dégager. Ça, c'est une troisième limite. Et enfin, quatrième limite, il me semble absolument évident et quelque part normal que quand vous êtes dans un média qui dépend d'argent venant de ses actionnaires d'une part et de recettes publicitaires d'autre part, il est absolument difficile de développer un discours critique sur des gens qui peuvent ensuite soit retirer leur bille de votre média, soit retirer leur bille de votre budget annonceur. Et donc ça, c'est une limite, j'allais dire, matérielle. Raison pour laquelle, à mon avis, par rapport à ce qu'on vient de se dire, ça suppose qu'il y ait des médias, publics, et 2, à ligne éditoriale indépendante, c'est absolument indispensable. On en a en France, et c'est tant mieux, heureusement qu'ils sont là. Je pense à la radio publique, à la télévision publique, etc. Il faudrait peut-être renforcer l'indépendance, enfin le degré d'indépendance dans leur fonctionnement, mais il est déjà beaucoup plus poussé que dans la plupart des pays, j'insiste là-dessus. Il y a une question de transparence aussi, sur les nominations, sur comment un tel arrive à tel poste. Bon, ça se pose aussi. Alors, c'est quand même, j'insiste là-dessus parce que d'un côté, je veux être rigoureux sur l'analyse que j'ai sur les sujets, de l'autre, je ne veux pas tomber dans la théorie du complot ou le procès uniquement à charge. Je ne dis pas que vous l'êtes, je ne sais pas ce que je dis. Je dis que, par exemple, sur les médias, le processus est infiniment plus transparent qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, vous appreniez le nom du nommé le matin et fin de la discussion. Vous voyez, maintenant, on est au courant qu'il y a quelque chose qui se discute 6 mois avant, on connaît les candidats, etc. etc. Donc, ce n'est pas encore parfaitement open bar en termes de transparence de ce qui se passe, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, un média public, et 2, effectivement, la transparence. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qu'un tel actionnaire ou tel annonceur, etc., etc. Ce qui compte, c'est que les choses se sachent. Et après, les gens
font leur tri dans ce qu'ils choisissent en connaissance de cause. Après, il y a un autre problème qui affaiblit les médias en termes de liberté d'expression, c'est tout simplement que l'indépendance suppose l'indépendance du tiroir caisse. L'indépendance du tiroir caisse suppose que le public soit prêt à payer. Alors on ne peut pas ne vouloir avoir accès qu'à de l'information gratuite et ensuite se plaindre du manque de liberté d'expression dans les médias. C'est totalement incohérent. Jules. Oui, je suis déjà totalement d'accord avec vous, mais pour revenir à l'esprit Charlie, je pense que l'affaire Charlie nous a totalement éloignés des vrais enjeux de la liberté d'expression. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une liberté d'expression encouragée par le pouvoir et par les médias, c'est du flan. C'est comme si le gouvernement stalinien nous disait que ces agents de propagande usaient de la liberté d'expression. Parce que François Hollande qui encourage les caricatures de Mahomet, c'est du même ordre que Staline qui se marre devant une affiche de propagande anti-américaine. C'est une très belle illustration. Moi, il y a 3 choses sur la liberté. C'est vrai qu'il y a la liberté légale, constitutionnelle. On peut dire qu'en France, on est dans un pays de liberté légale. Et puis, il y a aussi 2 choses que les médias oublient quand ils parlent de liberté. C'est ce qu'on appelle la capacité d'expression, savoir parler, lire, écrire. Et là, alors oui, Cuba est un pays où il n'y a pas de liberté légale, mais 99% de la population sait lire et écrire. Donc, on pourrait s'interroger sur la capacité d'expression de la population cubaine, par exemple, de ce point de vue-là, et non pas seulement du point de vue de la liberté légale. Et enfin, il y a une 3e chose qui est importante, c'est le pouvoir qu'a son expression. C'est-à-dire que moi, on peut dire que j'ai la capacité d'expression, je peux m'exprimer, je sais lire et écrire, mais le pouvoir de ma parole, quel est-il ? Sans vouloir dévaloriser cette émission, on va dire qu'on ne m'entend pas dans les grands médias. Autour de cette table, il n'y a que M. Guénolé qui est passé à la télévision, par exemple. Donc, quel est le pouvoir de notre parole, finalement, assez faible ? Thomas Guénolé. Oui, 2 remarques. D'abord, moi, c'est un thème auquel je n'ai pas encore de réponse finale dans ma tête, ou au moins provisoire et à peu près stabilisée, sur votre remarque concernant l'aptitude à comprendre et à s'exprimer, qui dépend donc du taux d'alphabétisation et d'éducation. Parce que, alors, quelle est la question à laquelle je n'ai pas de réponse ? Je vous la livre parce que c'est une interrogation que j'ai, c'est un des thèmes sur lesquels je travaille. Dans quelle mesure est-il sage de mettre en place un régime démocratique dans un pays où 10, 20, 30, 40, 50% de la population ne sait pas lire ? Voilà. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que d'un côté, je suis évidemment partisan des régimes démocratiques, de l'autre, quel sens ça a si vous avez l'écrasante majorité de la population qui est illettrée ? Vous voyez ? Ça va donner quoi comme vote ? Et d'ailleurs, ça a donné quoi comme vote ? Alors, l'autre point, il y a une question à résoudre qui est celle du pluralisme. Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, la question du pluralisme. Dans quelle mesure pouvons-nous avoir des médias, télé, radio et écrits, qui soient représentatifs de la diversité des idées dans ce pays ? Et là, je pense, moi en particulier, à 2 choses, aux 2 extrêmes. Je pense que l'extrême droite est sous-représentée au niveau des médias télé et radio et que ça n'est pas normal. Ils sont à 20% dans leurs scores électoraux. Je pense que ce serait normal de favoriser la constitution d'une radio dont la ligne éditoriale soit d'extrême droite. Radio Courtoisie. Là, eux, ils sont trop, ultra-droite par rapport à leur... Ils sont trop loin par rapport au centre de gravité de l'électorat auquel ça correspond. Mais même chose, je m'étonne qu'on n'ait toujours pas un Fox News en France. Je pense que ça manque. BFM TV, est-ce qu'on ne peut pas considérer... Ils sont pareil. Sans que ce soit une critique, vraiment, ça peut être une ligne éditoriale. Pareil, mais... il me semble que BFM TV, en l'occurrence, comparé à ce que ça devrait être pour être vraiment BFM TV, ça ne va pas du tout assez loin. Et ceci pour dire, juste pour dire, il y a un autre bout qui manque, c'est que nous manquons également de presse écrite, radio, télé, qui soit sur une ligne la gauche du non, si vous voulez, la gauche du non à l'Union européenne, au programme d'austérité, etc. Là, il y a un vrai manque parce qu'on ne peut pas tenir avec à peu près un quart de la population électorale qui n'est représentée en gros que par le monde diplôme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va donner la parole à Raphaël, mais juste avant, j'aimerais vous faire écouter Paul Naon, l'ancien présentateur d'Envoyé spécial et journaliste, qui nous parle de l'importance des médias. La place des médias est capitale, très importante. Je ne veux pas dire que les médias dirigent tout, mais il dirige beaucoup de choses. Vous remarquerez que quand quelqu'un, un homme politique, un artiste, un réalisateur de cinéma veut faire du buzz où il a envie de défendre une idée, il vient tout de suite à la télévision ou à la radio. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, les médias dirigent énormément de choses. Thomas Guénolé, la liberté d'expression et les médias, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Non, je dirais que les médias de masse, entendez-moi bien, les médias de masse exercent aujourd'hui le rôle qui, dans des sociétés plus archaïques, était celui du clergé.
Et donc, il me semble que cette comparaison fonctionne assez bien parce que vous avez différents... Comment dire ? Vous avez l'activité inquisitoriale, vous avez l'activité de production d'idées, donc ça c'est les théologiens. Voilà, vous avez les inquisiteurs, vous avez les théologiens, vous avez ceux qui font la messe dominicale, on dit la grand-messe du 20h, c'est pas un hasard je pense. Ceci pour dire que jadis, les informations importantes de la semaine, vous les aviez en allant à la messe du dimanche. Et l'évolution des grandes idées, c'était des débats entre théologiens. Et le fait d'être trop éloigné du centre de gravité du débat d'idées en France entraînait le fait de se taper l'Inquisition. Alors nous avons vraiment évolué en tant qu'espèce, je veux dire l'espèce humaine, en tout cas dans un certain nombre de pays, pas tous malheureusement, dans le sens où on est quand même certes sur des mécanismes comparables, mais infiniment plus soft. Et donc en l'occurrence, je pense que quand il dit les médias ont un pouvoir colossal, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même... ils s'insèrent, les médias ne sont pas hors sol, les médias ne sont pas dans une bulle. Les médias s'inscrivent dans un système économique et social, dans un système politique, dans un champ de rapport de force en réalité. Et donc, si les médias étaient tout-puissants, en fait, ça voudrait dire que les directeurs de rédaction, les propriétaires de médias, etc., seraient tout-puissants. Mais ce n'est pas vrai. Un actionnaire ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que Bolloré obtient quand il essaye de faire des choses totalement différentes de ce qu'était Canal+. Bah, il perd le public et il n'en gagne pas de nouveau et ça tombe. Donc ce n'est pas l'actionnaire qui est tout-puissant. C'est le directeur de rédaction. Quand le directeur de rédaction, alors elle était directrice adjointe, Aude Lancelin essaye de faire ce qu'elle veut, à un moment elle se fait virer. Donc ce n'est pas les directeurs de rédaction qui ont le pouvoir non plus. Les journalistes ou éditorialistes, vous en avez régulièrement qui se font jeter pour telle ou telle raison, qui va de la plus compréhensible, incompatibilité de l'éditorial, à la raison la plus discutable, à savoir les pressions extérieures. Donc, qui a le pouvoir ? Non, c'est un champ de rapport de force. Donc, je dirais que les médias ont un rôle important, mais je ne dirais pas que les médias sont tout puissants. On termine avec Raphaël. Dans toutes les questions de pluralisme et de politiquement correct, il y a un point qui me semble essentiel et qu'on n'a pas abordé, c'est la question des subventions. Alors, pour faire un petit rappel des faits, en 2014, on avait les aides à la presse qui s'élevaient à près de 226 millions d'euros pour à peu près 200 titres. Ça représente en moyenne 8,5% du chiffre d'affaires de chaque journal. Et pour moi, les subventions posent un énorme problème parce que qui est-ce qui délivre tout cet argent public ? C'est finalement le politique qui va créer un lien de subordination entre le pouvoir et les médias. Donc on se retrouve avec des journaux qui vont parfois faire une sorte de course à la subvention et non plus une satisfaction, je dirais, de l'information et du besoin des lecteurs. On peut prendre autant l'exemple de l'Humanité qui aurait dû disparaître depuis bien longtemps s'il n'avait plus de subventions, mais on peut aussi prendre l'exemple de Le Point qui arrive à faire un titre, Les Assistés, tout en touchant à peu près 4 millions d'euros de subventions. Enfin, c'est ahurissant. Et donc tout cela, ça crée, je dirais, un climat assez polémique pour les médias. D'ailleurs, on a plusieurs sondages qui vont dans ce sens. On a par exemple le sondage de la Croix de TNS Sofres en février 2016, où 64% des Français pensent que les médias ne sont pas capables de résister aux pressions politiques. Et vu que ce sont les politiques qui délivrent les subventions, pour moi, c'est un point essentiel. Et on a aussi ce sondage de Le Monde et de France Inter qui montre que 77% des Français n'ont pas confiance dans les médias. Et ce qui explique cela, moi je pense, c'est pour toucher des subventions, être conforme au pouvoir politique, c'est quelque part rentrer dans le politiquement correct et ne pas choquer dans les idées. Et là, il y a deux exemples à l'appui. Il y a par exemple celui de Philippe Verdier, qui était journaliste météo à France 2, qui sort un livre sur les climato-sceptiques et puis d'un coup qui se fait virer. Et puis on a ce dernier exemple de l'opinion qui a une ligne plutôt libérale et qui n'arrive pas à toucher de l'aide publique. Bon, après, on peut discuter de est-ce qu'on peut être libéral et toucher des subventions. Mais voilà, et tout cela fait qu'on en arrive à, par exemple, le rapport de Reporters sans frontières, où la France recule sur la liberté d'expression, non pas à cause du cadre légal. Reporters sans frontières dit que la France recule parce qu'il y a une autocensure des journalistes. Et je pense qu'au-delà de tous les points qui ont été abordés, il y a cette question de la subvention qui me paraît essentielle. Et pour finir, je voudrais citer une de Charlie Hebdo qui était sortie, qui est titrée, je cite, « Les patrons de presse, subventionnons nos journaux pourris ». J'ajouterais juste une toute petite nuance. Tu parles des politiques qu'il y a derrière, il y a aussi des banques. Oui, juste ça. Thomas Guénolé, en quelques mots. En quelques mots. Ah oui. On est un petit peu pris par le temps. Oui, pas de problème. Moi, je suis pour les aides à la presse si elles servent à la presse d'information avec comme critère la garantie du pluralisme des idées, ce dont on parlait tout à l'heure. Et alors, à la presse et même aux radios, aux chaînes télé, etc., ça ne me choque pas si ça sert à rendre viables des médias qui sont nécessaires pour avoir une diversité, un pluralisme des idées.
Bien. Si le média va déjà bien, je ne vois pas de raison de lui donner une subvention. J'ajouterais, j'observe que nous n'avons pas, toujours pas, nous avons de la radio publique, nous avons de la télé publique, nous n'avons toujours pas de journal public, et donc comme il ne va pas très bien en ce moment, je suggère de nationaliser Libération. Merci à vous, c'est la fin de ce débat et on passe maintenant à une chronique un peu spéciale que nos amis Jules et Raphaël vont apprécier. L'imposture au bout du fil. Et je me tourne volontairement vers vous, Jules et Raphaël. Auriez-vous reçu un coup de téléphone étrange ces derniers jours ? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit en plus. Eh bien, c'était Thomas Guénolé, ou presque, puisque pour rappel, l'imposture au bout du fil consiste à récupérer des extraits de voix de l'invité et d'en faire une conversation téléphonique. Alors, on précise juste que vous n'étiez pas au courant. D'ailleurs, pour preuve, j'ai été démasqué, contrairement à la dernière émission. Et puis voilà, tous les extraits qui sont dans ce qui va suivre sont sortis de leur contexte. Voilà. Allô. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous dire quelque chose, mais ensuite, je suis à votre disposition ici et ailleurs pour en débattre de manière ouverte, courtoise et argumentée. Je vous dois ce respect. Très bien. J'accepte mieux les juifs, mais on est davantage à penser qu'ils ont un problème avec l'argent. Quoi ? C'est vrai qu'il y en a aussi qui sont bien. Mais pourquoi vous me dites ça ? Et vous êtes qui au juste ? Jeanne d'Arc, symbole pétiniste par excellence. C'est quoi ce truc ? Vous allez faire la victimisation à tout bout de champ. What the fuck ? Je suis d'accord avec vous aussi pour dire que Clovis n'est pas le premier roi de France. Ah, attends. Ça doit être un coup de Charles. Qu'est-ce que vous voudriez ? Des morceaux de phrases de Thomas Guénolé. Non. Allô. Bonjour. Bonjour. Si on n'est pas d'accord avec vous, on est angéliste. Oui. Vous n'aimez pas quand on vous accuse de ça, vous le signalez d'ailleurs dans votre livre. Excusez-moi, vous cherchez à voir qui ? Je n'ai pas écrit de livre, monsieur. Jean-Marie Le Pen. Ah non, je suis désolé. Vous le savez mieux que moi, vous êtes un homme de lettres. Je crois que je t'ai reconnu, Charles. Absolument. Bon, je te dis à demain, hein. Je suis très heureux de faire cette interview. Ouais. C'est fatigant en fait. Jules, Raphaël, c'est génial. Vous pensiez que c'était qui au départ ? Au départ, je pensais que c'était un canular, puis ensuite, je me rappelle l'émission que tu as fait avec Simon Astier, et là, je me suis tout de suite souvenu. Jules ? J'ai pas eu vraiment d'idée sur le coup, tu vois, le what the fuck a bien traduit mon état d'esprit, mais finalement oui, je t'ai démasqué mon Charles. Le pire c'est que pendant toute la journée, il m'a posé la question, non, ça peut absolument pas moi. Ah oui, pareil. Ouais. Allez, dans quelques instants, vous aurez la parole dans Est-ce qu'on en parle ? Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur la liberté d'expression. Et puis Jules vous réservera une chronique qu'il a rédigée avec amour, sueur et charlisme. Le temps de faire une petite pause musicale. Voici une chanson toujours autant dans l'actualité, même avec les années. Noir Désir, l'homme pressé sur Studek Web. Les auditeurs ont la parole. Pour réagir, rendez-vous sur Facebook, Est-ce qu'on en parle ? Et sur Twitter, #EQEP. EQEP. Nous sommes toujours avec Thomas Guénolé et c'est vous désormais qui avez la parole dans Est-ce qu'on en parle ? N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la page de l'émission sur Twitter et sur Facebook. Et pour passer dans l'émission, c'est tout simple, vous vous enregistrez et vous nous faites parvenir votre question par message. Et la première question est celle de Séverine. Bonjour Thomas Guénolé. Est-ce qu'à force de prôner la liberté d'expression à tout va et pour n'importe quoi, on finit par en oublier la définition ? La définition de la liberté d'expression est en fait très simple. Ça consiste à pouvoir dire tout ce qu'on veut, alors en tout cas en France, tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine, à la guerre civile, à la violence, etc., avec une limite qui fait l'objet de débats récurrents, qui est celle des lois mémorielles. Les lois mémorielles... Alors moi, pour être parfaitement sincère, je n'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. C'est-à-dire que je comprends l'intention. Il y a des opinions qui sont insupportables à entendre tellement elles vont loin dans le profondément dégueulasse. Je pense à des gens comme Forisson sur l'extermination des Juifs d'Europe. Et en même temps, je me dis, quand Chomsky vous dit le public américain ne connaît pas les révisionnistes américains parce que là-bas c'est autorisé, donc personne n'y fait attention, mais a entendu parler de Forisson parce qu'il est censuré, je me dis, est-ce que la meilleure approche n'est pas d'autoriser toutes les opinions, sauf quand elles sont dans l'appel à la haine, encore une fois, dans l'incitation à la guerre civile ou ce genre de choses, la trouble à l'ordre public? Est-ce qu'il ne serait pas plus utile, en réalité, de laisser ces opinions-là s'exprimer et de les démonter dans un débat contradictoire et public? Moi, je préférerais, par exemple, plutôt que l'interdiction des spectacles de Dieudonné, moi, je préférerais l'avoir en débat en face de moi
sur ces sujets-là et je vous garantis que j'en fais du petit bois. Alors, Jules a envie de parler, mais juste avant, comme vous n'étiez pas d'accord avec Wendy Bouchard tout à l'heure, on va voir si vous n'êtes toujours pas d'accord sur sa définition. J'étais de la d'accord sur liberté, un point, d'expression. c'est tout. La liberté d'expression, c'est apporter de l'information, faire en sorte que ce que l'on dit ait un sens, évidemment, mais avec le moins d'autocensure possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir du relief, de l'aspérité dans ce qu'on dit, et relayer en toute objectivité. Si ça choque quelqu'un, ou si ça ébranle, à partir du moment où on fait notre travail de rapporteur, de collecteur d'infos et de rapporteur d'infos, ça c'est de la liberté d'expression. Thomas Guénolé ? Je n'ai qu'un seul... Là encore, je suis d'accord avec ce que dit Wendy Bouchard encore une fois, sauf sur un point. Sauf sur un point, ouais. Le point, c'est sur l'objectivité. Moi, je pense que l'objectivité n'existe pas. Mais pas du tout, sauf dans les sciences dures. Et donc, quand vous n'êtes pas dans les sciences dures, pour moi, vous êtes nécessairement dans l'expression, consciemment ou pas, en partie d'un point de vue. Raison pour laquelle, comme Max Weber d'ailleurs, je pars du principe qu'il faut pratiquer non pas la neutralité axiologique, c'est une erreur de traduction de l'allemand, je dis ça pour les puristes, mais la non-imposition des valeurs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'expression de votre opinion, vous devez le dire, ça doit être parfaitement clair, et vous ne devez pas la déguiser en propos qui est une vérité révélée. Ça s'applique aux scientifiques, aux politologues, ça s'applique entre autres aux sociologues, ça s'applique aussi aux journalistes. Et donc, moi, il me semble que et en tout cas, c'est ça que je pratique dans mon propre cas. J'affirme ne pas être objectif parce que j'affirme que l'objectivité n'existe pas en dehors des sciences dures. En revanche, je suis impartial. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un que j'aime bien, par exemple, je prends toujours cet exemple, quand il y a quelqu'un que politiquement j'aime bien parce que j'ai des idées en commun avec lui et que je pense qu'il va se planter, ça m'embête de le dire, mais je vais le dire quand même, c'est-à-dire que j'essaye d'être impartial. D'accord. L'impartialité, ne pas être biaisé parce qu'on est d'accord à titre personnel ou pas d'accord à titre personnel. Je suis impartial. Je ne suis pas objectif, je suis impartial. Question de Vincent à présent. Bonjour Monsieur Guénolé, je voulais savoir quelle est pour vous la limite de la liberté d'expression en France et d'ailleurs existe-t-elle vraiment ? Alors si on parle de la limite existante en droit, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec la question qui se pose sur l'efficacité, le degré d'efficacité des lois mémorielles. Après, la question existe-t-il vraiment une liberté d'expression ? Encore une fois, la limite réelle, me semble-t-il, c'est le champ du rapport de force. C'est-à-dire que les différents courants d'idées ne disposent pas des mêmes moyens matériels, ne disposent pas des mêmes moyens humains, ne disposent pas des mêmes facilités d'exposition médiatique. Et donc, il y a non pas une censure, mais une inégalité de facilité d'accès pour les opinions. Ce n'est pas la même chose. Et donc, pour moi, la limite, véritablement, pour répondre précisément à votre question, c'est que nous avons sans doute besoin de davantage de mécanismes pour provoquer du pluralisme. Alors, je les ai cités tout à l'heure, mais notamment, il faudrait focaliser les aides aux médias sur le fait d'aider à exister et à durer des médias qui sont sur une ligne éditoriale encore trop peu représentée dans le paysage. Et même si ce ne sont pas mes idées, ça inclut par exemple l'extrême droite. Jules ou Nicolas ? Oui, alors pour moi, c'est important sur les lois mémorielles. En tant qu'ayant eu une formation d'historien, qu'elle n'existe pas, tous les historiens, l'immense majorité sont contre. Non pas parce qu'ils approuvent le négationnisme, mais parce que ça empêche de travailler, en fait. Tout simplement, l'accès aux sources est plus compliqué et plus délicat quand on part d'une interrogation qui serait négative. Est-ce que les chambres à gaz ont vraiment existé ? Bon, c'est plus compliqué pour travailler. Et enfin, vous avez totalement raison sur la capacité, ce que moi j'ai appelé la capacité d'expression. Il y a un effet cumulatif aussi, c'est-à-dire que vous en avez maintenant des débats sur le génocide arménien, etc., où des lois du même type sont en débat ou sont appliquées. Et finalement, il y a une concurrence mémorielle aussi, c'est un vrai souci. Alors, dernier point, moi j'aimerais filer votre point sur la capacité d'expression par une métaphore. Mettez Usain Bolt et une personne qui est handicapée moteur sur la même ligne de départ pour le 100 mètres. Les deux ont la liberté de parcourir les 100 mètres, sauf que Usain Bolt, lui, il a ses jambes, il a sa capacité physique, alors que la personne en fauteuil roulant, malheureusement, devra pousser avec ses bras et ira plus lentement. Donc la question est de savoir... Je peux vous suggérer juste une modification. Il faut imaginer deux Usain Bolt, mais l'un des deux, on lui met sur la ligne de départ 4 ou 5 boulets à chaque pied. Parce qu'en fait, ce n'est pas une différence de capacité, c'est une différence de contrainte. C'est ça. Jules, aussi. Ouais. Deux choses. Tout d'abord, les lois mémorielles. Moi, ce qui me choque avant tout, c'est qu'on impose des mesures mémorielles alors que la République elle-même ne reconnaît pas ces crimes. Parce que ce qu'on appelle par exemple les guerres de Vendée, finalement c'est le génocide vendéen. Je le sais parce que je suis moi-même vendéen, je me suis renseigné sur le sujet, c'est la volonté claire et nette de la République d'aller botter le cul des Chouans.
C'est une chose. Je vais deuxième point. Je tiens à dire que je ne suis pas d'accord là-dessus. Deuxième point, tu réagiras après. Vous parlez de subventions, de diversité dans l'opinion. Moi, je pense tout simplement que dans les médias, il y a des dogmes et que c'est surtout ça, c'est qu'il y a des idées qui sont mises en avant, d'autres qui sont méprisées. D'ailleurs, dans les débats, C'est normal, c'est une ligne éditoriale, c'est pas choquant. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des médias avec des lignes éditoriales différentes. Il y a des dogmes communs à l'ensemble de l'espace médiatique et il y a des ennemis désignés, des méchants, des Poutine, Dieudonné, par exemple. Oui, enfin en même temps, si vous prenez des journaux comme, je ne sais pas moi, Causeur, Marianne ou des choses comme ça, ils vont pas être sur la même désignation de personnes posant problème. Le Point a fait sa une avec Poutine, notre nouvel ami. Je veux dire, ces choses-là évoluent. Ceci pour dire simplement que ce qui compte, à mon avis, encore une fois, c'est d'avoir des aides publiques qui soient vraiment focalisées sur le fait d'avoir des chaînes télé, des chaînes radio et des journaux papier, pure player, ce que vous voulez, qui auraient du mal à exister sans ça, alors qu'ils correspondent à une ligne politique et à une ligne de valeurs qui sont significatives dans l'opinion. Voilà. À mon avis, c'est ça le plus urgent. Et après, vous laissez Moi, je trouve je trouverais parfaitement normal qu'un journal qui est plutôt libéral-conservateur, par exemple, censure tout papier qui soit sur une ligne plutôt collectiviste. Je trouverais ça normal. De la même manière que je trouvais normal que le Monde Diplo écarte systématiquement les papiers qui disent qu'il faut encore plus privatiser les services publics. Ça ne me choque pas, c'est pas de la censure, c'est une ligne éditoriale. Mais ce qui compte dans ce cas-là, c'est d'avoir suffisamment de médias divers, ayant chacun une ligne éditoriale pour que tout le monde ait quelque chose qui correspond à ce qu'il veut, à mon avis. À mon avis, c'est plus par là, plutôt que de demander à chaque média d'avoir toutes les idées chez lui. C'est contradictoire avec la notion de ligne éditoriale. Donc à mon avis, ça marche pas, si je peux me permettre. Vous avez un nouveau message. Et aujourd'hui, c'est Jules Vitet qui est au bout du fil. Oui, quand Charles m'avait envoyé la photo de notre invité du jour, j'étais assez surpris de découvrir cet homme chauve à lunettes. Nous voulions faire une émission sur la liberté d'expression. Il me paraissait donc bizarre d'inviter le chanteur Moby. J'ai montré cette photo à ma mère, socialiste depuis 81. Elle m'a dit « Ah, c'est Thomas Guénolé, c'est la gauche, la tolérance, la diversité ». Dans la foulée, j'appelle mon tonton Andreas. Lui, il a la particularité de porter un t-shirt sur lequel est inscrit sobrement Martel 732. Je lui demande s'il connaît Thomas Guénolé. Tonton a alors hurlé pendant une dizaine de secondes. Je n'ai pu distinguer que deux termes de ce brouhaha. Tout d'abord gauchiste, puis ensuite l'expression collabo des envahisseurs barbus en babouche. Cette image de politologue de gauche vous colle donc à la peau, monsieur Guénolé. Également, vous vous revendiquez d'être anti-FN, comme la majorité du paysage médiatique. C'est aussi le cas du préfaceur de votre livre, Emmanuel Todd, qui s'était retrouvé bien embêté quand Marine Le Pen a commencé à proposer des analyses économiques similaires aux siennes. Todd s'était alors retranché dans le hollandisme révolutionnaire, expliquant qu'Hollande allait réconcilier le prolétariat avec le PS. À partir de là, on peut aussi mettre DSK ou Katsuni dans une campagne de pub en faveur de l'abstinence. Cette nécessité d'adopter une posture hostile au FN me rappelle le passage d'un certain Laurent Oberton à On n'est pas couché. Son livre intitulé La France orange mécanique est complètement aux antipodes du vôtre puisqu'il alerte sur la délinquance grandissante et fait un lien avec l'immigration. Durant le gangbang accusatoire dont Oberton est victime par Aymeric Caron, Laurent Ruquier et même Mustapha El Atrassi, Ruquier a prononcé une phrase qui m'a interpellé. Bien sûr, il y a des choses justes dans ce livre, mais c'est vrai que comme on ne sait pas qui vous êtes, vous comprenez ça au fond, on lit pas mais non, on ne lit pas pareil un livre de quelqu'un en qui on a plutôt confiance parce qu'on connaît ou son honnêteté ou son objectivité, qu'un livre de quelqu'un qui prend un pseudonyme dont on ne sait pas ce qu'il a fait avant, quelles sont ses idées. On ne sait pas qui vous êtes. Sous-entendu, si vous étiez proche d'SOS Racisme comme Finkielkraut, vous pouvez dire des saloperies. En revanche, si vous êtes proche de l'extrême droite, alors là, vous êtes un vilain raciste mangeur d'enfants qui viole des cadavres de biches. Loin de moi l'idée de reprocher à vous ou à d'autres de combattre le Front National sur le terrain des arguments. Mais revendiquer cette posture anti-FN, visant à faire de ce parti qui n'a jamais gouverné l'ennemi absolu, s'apparente, consciemment ou pas, à essayer de montrer patte blanche, de quémander le droit d'être pris au sérieux dans l'espace médiatique et quelque part d'aboyer avec les loups. Le problème en France, c'est qu'au lieu de débattre à propos des idées elles-mêmes, on préfère savoir au nom de qui ou de quoi elles sont lancées. Et ça, c'est bien la preuve que l'expression n'est pas tout à fait libre. Thomas Guénolé, vous souhaitez réagir à la chronique de Jules ? Ouais. Alors, nécessité d'une posture anti-FN. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai multiplié les analyses sur ce que j'estimais être le Front National avant, pendant et après sa tentative de repositionnement en cours.
Et par la suite, il a été considéré dans un regard extérieur qui était porté sur moi que j'étais anti-FN. C'est pas la même chose. Et donc ensuite... Vous l'avez dit. Attendez, mais oui, mais pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on me pose la question. Alors, vous êtes anti-FN? Bah oui, je suis anti-FN, oui. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, c'est là-dessus que j'ai une nuance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ma part une proactivité, un volontarisme sur le fait de regarder, j'ai telle étiquette. Non, il y a un souhait, ça c'est vrai, je le confirme, il y a un souhait, quand vous êtes intervenant dans le débat d'idées, il y a un souhait des médias de vous positionner dans le spectre, dans le paysage politique et dans le paysage des idées. Et donc, ça leur a pris quelques mois de pouvoir m'identifier, en l'occurrence de m'identifier comme étant de gauche. Après, ils n'ont pas souhaité, à ce stade, être plus précis que ça. Moi, ça me va très bien, parce que je n'ai pas envie d'être particulièrement associé à tel ou tel parti, parce que de toute façon, ces choses-là, les partis, en l'occurrence, fluctuent beaucoup eux-mêmes. Sur Oberton, moi, j'ai une remarque simplement, c'est que c'est quelqu'un qui, dans les thèses qu'il développe, ne quantifie rien, et donc il est dans la généralisation permanente. Vous avez un type d'origine africaine qui fait un crime sauvage et barbare, ça veut dire que les gens qui sont d'origine africaine ont une tendance à la sauvagerie criminelle, ce qui est, logiquement stupide, avant même de se prononcer d'un point de vue moral. Troisième point, sur la nécessité de se positionner en termes de plan de carrière ou je ne sais pas quoi. Encore une fois, moi, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai exprimé ce que j'avais à dire, et des gens, après, en ont déduit, il est ceci ou il est cela. Moi, ceux qui ont le plus contribué à me positionner quelque part, vous savez qui c'est? C'est la fachosphère. C'est la fachosphère qui a dit matin, midi et soir, oui, ce type est un mec de gauche, etc., etc. Et dans un second temps, ça a été un certain nombre de médias qui, s'interrogeant sur où me ranger, se sont penchés davantage sur ce que je faisais et en ont déduit, ce qui est effectivement pas difficile à constater, que j'étais de gauche. Notamment Libé, à un moment, a fait un portrait. Ils ont fait un portrait de moi et puis ils ont fait aussi un portrait d'une dizaine de personnes qui considéraient comme une nouvelle génération d'intellectuels de gauche. Donc... mais c'est pas moi qui suis allé les voir en disant est-ce que vous pourriez dire que je suis un intellectuel de gauche. Vous voyez, c'est pas ma décision. Moi, j'exprime mes idées et il se trouve qu'elles sont de gauche. Si elles n'étaient pas de gauche, je les exprimerais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, oui. Ouais. Mais alors, je vous reproche pas du tout d'être de gauche, mais j'ai bien compris. Dans bien cette sûr. démarche de se revendiquer anti-FN, parce que vous l'avez déclaré, clairement, je suis anti-FN. Le problème, c'est que vous faites inconsciemment peut-être aussi le jeu du Front National, le fameux jeu du Front National, dans la mesure... Ah oui, alors ça, je vous arrête tout de suite. Vous savez que quand ma machine à laver tombe en panne, ça fait le jeu du FN. c'est la facilité de langage d'analyse. Tout fait le jeu du FN. Puis-je me justifier dans la mesure où l'électeur indécis va se dire tiens, lui et lui et lui, ils revendiquent tous d'être anti-FN. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Tiens, tous ces collabos s'opposent au Front National. Si je peux me permettre, ça ne s'applique pas à mon cas, en particulier depuis Ce soir ou jamais, où je me suis retrouvé en face de Boutelja. Vous avez peut-être vu ce passage-là, face à Horia Boutelja, où alors qu'elle se revendiquait de l'antiracisme et qu'elle était censée donc être dans un grand camp du bien supposé, vous voyez, moi, ayant lu son bouquin et ayant constaté que c'était un bouquin raciste, homophobe, antisémite, un tissu d'horreur... Vous n'êtes plus le seul à le dire, ça. Oui, mais j'ai été... À un moment où moi je l'ai dit, c'était l'une des premières fois où c'était dit sur une émission grand public. Quand j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas hésité une seconde à affronter quelqu'un que j'estimais raciste, homophobe, antisémite, etc., quand bien même cette personne n'était absolument pas Front National. Donc je ne fais pas du deux poids deux mesures. Donc on peut me faire confiance. Vous voyez? Merci Jules. Et on va passer une dernière pause musicale. Nous avons demandé à Thomas Guénolé quelle était sa chanson préférée. Il nous a répondu « Je veux du nucléaire » de Damien Saez. Pourquoi ce choix? Parce que j'adore cette chanson, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. D'accord. Dans quelques instants, l'actu et le jeu. Mais avant, c'est Damien Saez sur Studek Web. C'est dans l'actu. Dernière partie de l'émission, et avant de jouer tous ensemble et de savoir qui a gagné le livre dédicacé de Thomas Guénolé, on va parler de l'actualité avec vous tous autour de la table. Plusieurs sujets ont fait l'actualité les dernières semaines, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre avis et vos impressions à tous. La décoration du policier Kung Fu. Thomas Guénolé. Expliquez-moi de quoi il s'agit en deux mots. Alors, en fait, c'est un policier qui a été agressé lors des manifestations. Ouais. C'est-à-dire, on a cassé la vitre de sa voiture et il est sorti, voilà, il s'est défendu, il a fait quelques gestes et du coup, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux et il a été décoré. Et il a été décoré. Il a été décoré pour ça. Écoutez, de toute façon, de manière générale, moi, j'ai un problème avec le principe des décorations qui sont devenues un truc, une machine à buzz ou une machine à réseautage ou une machine à... Enfin bref, les décorations à l'origine, c'était pour des choses absolument extraordinaires au service de la communauté. Bon, j'aimerais, moi, que les décorations retournent à cet esprit-là. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Après, l'épiphénomène, j'ai rien à dire.
Nicolas Oui, c'est comme M. Guénolé l'a dit, c'est la mise en avant d'un micro-événement pour valoriser. Il y a peut-être même plus un message politique derrière ça. Il y a un côté propagande. Voilà, un côté propagande. Les opposants à la loi travail seraient des méchants qui taperaient sur un policier qui est, en plus, et moi je le dis sans langue de bois, qui est métis, qui a une certaine apparence. Donc on dit, c'est les méchants qui tapent un policier qui représente la République. Non, Toi, tu vas avoir des problèmes. Non mais voilà, c'est un policier qui représente la République moderne, machin, qui se fait agresser, voilà. Donc. Justement, les agressions dans le mouvement contre la loi travail. Alors de qui sur qui? Par exemple, sur ce policier et sur les policiers en général. Alors, moi, je considère qu'il y a deux problèmes égaux en gravité, me semble-t-il. Il y a la minorité de policiers violents qui déshonorent leur uniforme. Il y a une différence entre l'usage de la force, qui est le monopole de la violence légitime, j'ai pas de problème avec ça, et la violence, c'est-à-dire l'usage disproportionné du droit à la violence légitime. Et donc, il y a une minorité, j'insiste, une minorité de policiers qui déshonorent leur uniforme en faisant des tirs tendus, en faisant des choses comme ça, et ça, c'est pas acceptable. D'autre part, il y a une minorité, pareil, ces minorités actives contre minorités actives de manifestants qui sont en fait, soit de simples fouteurs de merde, casseurs, soit d'authentiques militants de la baston, quoi, ce qu'on appelle les black blocs ou des trucs comme ça. Et ça, ce sont deux problèmes. J'en ajouterai un troisième parce qu'il me vient à l'esprit. Pendant plusieurs mois, sauf erreur de ma part, les consignes d'engagement des forces policières en provenance du ministère de l'Intérieur et de la préfecture n'allaient pas dans le sens de la pacification, puisque c'était n'intervenir que très tardivement, finalement, quand il y avait des problèmes de casseurs ou de choses comme ça. Et donc, ces trois soucis-là, qui sont à chaque fois des problèmes minoritaires, posent problème, parce que ça pose problème aux manifestants, la grande masse des manifestants qui ne posent pas problème et qui devraient avoir le droit de manifester comme bon leur semble dans le cadre de la loi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, normalement. Et d'autre part, les policiers, qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, dans leur écrasante majorité, sont des gens qui portent des choses assez lourdes sur leur dos, quand même, j'en parle d'ailleurs dans le bouquin, les jeunes flics de banlieue, par exemple, que je salue au passage s'ils écoutent. Et il y a aussi la grande masse des policiers sont des gens qui s'efforcent de faire leur travail en étant par ailleurs crevés par les servitudes et les... Comment ça s'appelle déjà? Le plan machin, la sentinelle. Voilà. Donc, faudrait les laisser souffler et puis arrêter de... Et puis sanctionner ceux qui déconnent vraiment, c'est tout. Sans faire de généralisation, encore une fois, parce que la généralisation, je le répéterai jamais assez, est une bêtise. Le blocage des centrales et stations essence. Moi, ma position est très claire là-dessus. Le droit de grève, d'abord, c'est une liberté constitutionnellement garantie. Et d'autre part, le droit de grève, ça n'est efficace que quand vous introduisez un rapport de force avec le gouvernement ou alors avec votre employeur qui soit privé au public. Donc, c'est censé emmerder les usagers. Donc dire « Ah, mais nous, usagers, on est embêtés », oui, c'est comme de me dire, je sais pas moi, il y a un cortège de manifestants, ça a bloqué ma rue, je suis pris en otage. C'est le droit à manifester. Je veux dire, moi aussi, je fais partie des gens pour qui c'est pénible, parce que figurez-vous que j'habite un quartier où les trajets de manifestation sont régulièrement, et donc, moi, ça me pourrit parfois 2 heures parce que ça gueule dans les mégaphones, etc. Pour autant, c'est l'exercice d'un droit légitime, et donc, à mon avis, il n'y a rien à redire là-dessus. J'ajouterais, il faut être cohérent, on ne peut pas à la fois dire... on peut pas à la fois être dans la critique du passage en force du 49.3 et de l'autre critiquer le blocage des dépôts d'essence, parce que finalement, c'est la même chose, c'est radicalité contre radicalité. Et pour moi, pour être parfaitement clair, l'une est la conséquence de l'autre. S'il y avait eu un débat ouvert et démocratique au Parlement, on n'en serait pas là. La surveillance 24 heures sur 24 de Salah Abdeslam. Je comprends pas, en fait. D'abord, je comprends pas à quoi ça sert, mais c'est pas mon métier, donc je vais pas... Ensuite... Non, sincèrement, je comprends pas, mais 2, c'est pas mon métier. Donc peut-être qu'il y a une raison, mais je vois pas laquelle. Je veux dire, il est déjà capturé. Je suppose qu'il est déjà au minimum sur écoute, comme nous tous, depuis la loi renseignement. Donc je vois pas l'utilité en réalité. Mais peut-être qu'il y en a une que j'ignore. Je veux dire, encore une fois, c'est pas ma compétence. La sécurité dans les stades en vue de l'Euro 2016. Vivement critiqué d'ailleurs. Avec raison. En fait, il faut admettre... Je pense qu'on est plus crédible quand on assume ne pas avoir de compétences pour tel ou tel sujet. Et là, pour le coup, je vois pas ce que je pourrais avoir à dire de pertinent, à part juste un truc, c'est que on est en train d'organiser une gigantesque compétition sportive sous état d'urgence. C'est ridicule. Ouais. Soit il y a une compétition sportive monumentale qui peut avoir lieu, et dans ce cas-là, il n'y a pas matière à état d'urgence, soit il y a matière à état d'urgence et il faut annuler l'Euro.
Raphaël, Je veux dire, c'est un problème de cohérence. Il y a une raison pour Raphaël. Bah pour ma part, moi je suis totalement opposé à l'état d'urgence, mais je vais pas développer ici les raisons. Moi, ce qui me choque le plus dans toute cette affaire, c'est qu'on arrive en état d'urgence avec la menace terroriste qu'on a, à dire à la fois il faut une surveillance de masse, il faut des policiers de partout, il faut une sécurité à bloc, et faire des fan zones à 20 000, 30 000, 90 000 personnes. Ça ne pose aucun problème ici. Moi, je trouve ça choquant. J'ajouterais qu'il y a un problème plus profond, à mon avis, qui doit être posé, c'est que, en réalité, vous ne pouvez pas, je suis désolé de dire ça, hein, mais d'un strict point de vue rationnel, vous ne pouvez pas empêcher qu'un attentat à la bombe soit commis sur le territoire national s'il y a détermination de la personne à faire péter la bombe, où que ce soit. Vous ne pouvez que protéger un certain nombre de cibles, et encore pas complètement, mais vous ne pouvez pas faire plus. Et donc, deux possibilités en conscience. Je sais que c'est des sujets assez lourds, hein, donc je fais très attention à ce que je dis. D'une part, vous avez deux options. Soit, comme en Israël, vous vous habituez. Vous vous habituez, et donc, en Israël, quand vous avez une explosion d'une bombe dans un bus, c'est dans la page fait divers. Parce que c'est quelque chose de très courant. Donc, soit on s'habitue, et donc, en fait, c'est une évolution de notre société dans le rapport aux attentats. Et moi, je pense que c'est ce qui va arriver, pour être franc avec vous. On l'a déjà vu avec les politiques, par exemple, entre les attentats de Charlie Hebdo. Non, je ne parle pas de la classe politique, je parle vraiment de l'opinion publique et de la société française. Et juste, pardon, excuse-moi, je termine, parce que sinon je vais oublier la seconde partie pour être franc avec vous. L'autre possibilité qu'on ait dans ce cas-là, c'est, vous voyez, je suis en train de l'oublier, je suis en train d'essayer de le retrouver là, c'est de s'attaquer aux causes profondes des attentats, c'est-à-dire la situation en Irak. À mon avis, mais ce n'est que mon avis, après avoir lu Le Piège Daesh, qui est un roman, un essai à lui, que je vous recommande vraiment, Le Piège Daesh, qui remet ça dans sa perspective historique. Moi, il me semble que l'intervention militaire par bombardement, ou même l'intervention au sol, n'est pas la bonne approche, et que la bonne approche serait plutôt de s'intéresser aux sources de financement du terrorisme. Moi, j'ai envie de savoir d'où vient l'argent qui a entraîné les attentats de Charlie, j'adorerais le savoir. Et ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir par le Premier ministre que, paraît-il, c'est une guerre de civilisation entre les gentils et les méchants. Parce que ça, c'est du niveau c'est le niveau zéro de la pensée, ça. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où vient l'argent. Qui a payé l'entraînement, qui a payé le recrutement, qui a payé les armes. Je vous donne un indice, c'est plutôt à l'est de la Méditerranée, la source. Et attention à ne pas sous-estimer l'incompétence. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais parfois de l'incompétence pure des services de l'État là-dessus, sur la question du terrorisme et du financement des groupes armés. Merci à tous. Et avant de se quitter, je vous propose de jouer ou Qui est-ce qui parle ? Vous allez comprendre. Est-ce qu'on y joue ? Alors le principe est simple, nous avons sélectionné des déclarations et lapsus cultes de personnalités politiques et vous devrez deviner qui en est l'auteur. Bien évidemment, celui qui en a trouvé le plus gagne la partie. Thomas Guénolé, vous êtes politologue, ça devrait rouler pour vous dans je ne suis ce pas jeu. du tout l'actualité. Mais c'est pas grave, c'est des phrases assez cultes. On commence par cette phrase. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Dites-le. Voilà, qui a gagné. On va dire que c'était le point d'essai. On écoute. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Mais est-ce que vous avez compris cette phrase en fait ? Non. C'est de la poésie, les gars. Des métaphores. On va dire que c'était le point d'essai. Dites-le tout de suite dès que vous savez. Politique numéro 2. Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent. Qui a dit Nadine Morano Ouais. Nicolas. Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez. Très niveau intellectuel. Troisième phrase de politique. Attention, c'est en anglais. Be you, be sure, be proud of you, because we can be. Do what we want to do. Bonne réponse de Raphaël. Hollande, ouais. Be you, be proud of you, because you can be, do what we want to do. Il parle aussi bien anglais que moi. Pour l'instant, Thomas Guénolé est aux fraises. Ah oui, complètement. Mais vous savez, je suis pas du tout ces trucs-là, pour être franc. Autant je prépare les trucs Jules, où le jeu a j'interviens, commencé. mais je suis pas du tout l'actualité au jour le jour, parce que en fait, j'ai pas le temps, et deux, il vous aura pas échappé que c'est de moins en moins intéressant en réalité. Ouais. Et le commentaire du commentaire, c'est
Politique suivant. Et là, me faire passer pour quelqu'un qui, par exemple, serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement... Morano. Bon, je finis ma phrase quand même. Tu hein, connais qui sont par cœur justement Morano arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Oui. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. C'est QFD. Vous êtes sûr que c'est pas Jean-Marie Le Pen? Cinquième question déjà. Monsieur le député, je crois qu'hier il pleuvait. Le défenseur de l'équipe de France Varane s'est blessé. Ça doit être à cause du gouvernement. Vous l'avez oublié dans votre question. Ah. Et c'était récemment. C'était très récemment. Alors là, vu que Varane s'est blessé Dans dernièrement. les choux. C'était à l'Assemblée. À l'Assemblée. Cazeneuve. Valls. Oui, bonne réponse. Valls, Raphaël. là-bas. J'ai au pif. Monsieur le député, je crois qu'hier il pleuvait. Le défenseur de l'équipe de France, Varane, s'est blessé. Ça doit être à cause du gouvernement. Je vous l'avais oublié dans votre question. Voilà. François. Voilà. Je fais réussir. On a trouvé du sperme dans les cheveux de Madame Diallo. Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas un shampoing. Le shampoing Strauss-Kahn. C'est pas Dieudonné? Non. C'est un homme politique que tout le monde connaît. Ah, Jean-Marie Le Pen. Bonne réponse de Jules. Bravo, c'est ton premier point. Je suis un grand amateur des punchlines, Jean-Marie Le Pen. Du sperme dans les cheveux de Madame Diallo, il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing, c'est pas le shampoing Strauss-Kahn. Il est trop fort. N'est-ce Il est pas trop fort. Thomas Guénolé, une réaction à ce que dit Jean-Marie Le Pen? Non, vraiment pas. On va passer à l'avant-dernière phrase de politique. Elle est évidente, celle-là, si vous suivez un petit peu les vidéos virales sur Internet. J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Un président de la République. Voilà, c'est un bon indice. Bonne réponse de Jules, encore Jules. J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Voilà, c'était Jacques Chirac qui était interrogé sur ses animaux de compagnie. Dernier politique, ma femme est un modèle de fabrication soviétique, donc faut vraiment pas l'emmerder. Oui, c'est moi. C'est un appel à votre femme qui vous regarde ce soir. Vous êtes pour le retour de la polygamie, même chez... Alors, ma femme est un modèle de fabrication soviétique, donc faut vraiment pas l'emmerder. D'accord. C'est vrai, d'ailleurs, je la salue si elle nous écoute. Donc, non, c'est Raphaël qui a trouvé le plus de questions, donc bravo Raphaël. Bravo Raphaël. Bravo Raphaël. Ça, c'est fort. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Et avant de se quitter, Thomas Guénolé, je vais vous laisser tirer un petit papier au sort. Et c'est cet auditeur-là qui gagnera votre livre dédicacé. Hop. Alors, si je lis bien, hein, Clément Potier. Clément Potier, voilà. C'est un élève Clément du Studec Potier. qui va remporter ce livre. Clément, on te le fera dédicacer à ton nom. Et bien sûr, on te le donnera dès que possible. Bravo donc à Clément Potier. C'est déjà la fin d'Est-ce qu'on en parle. Merci à tous d'avoir été présents et merci à vous derrière votre poste de nous avoir suivis pour cette dernière de l'année. Merci à notre super invité Thomas Guénolé. Merci. J'étais très heureux de participer à ça. Et on rappelle tout le bonheur du monde pour la suite de votre. Mais merci beaucoup. Et on rappelle que votre futur livre sort le 15 septembre prochain. Il s'appellera La mondialisation malheureuse. Exact, oui, tout à fait. Merci également à nos chroniqueurs Raphaël, Jules et Nicolas. Merci à toi. À notre réalisateur Maxime Sénat et à nos voix off Gilles Oel et Cyril Mazzotti. Bien sûr, merci à tous les auditeurs ayant contribué à cette émission. Et enfin, un grand merci à Fabrice Legrier, notre professeur référent et notre premier auditeur. Merci pour tes précieux conseils et ton soutien tout au long de l'année, sur la forme comme sur le fond. Et quant à nous, on vous souhaite de bonnes vacances d'été et qui sait, on se retrouvera peut-être l'année prochaine sur d'autres ondes. En attendant, toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en parle? Et comme une fois n'est pas coutume, très cher roi Lot d'Orcanie, je vous donne le mot de la fin. Audi, panem, quid, meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. C'est uniquement sur Studec Web.